Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Après sa rechute face à Nantes, l'OGC Nice s'enfonce dans la crise. Les crispations du vestiaire s'étalent en public et les cadres ne sont plus épargnés. Nous allons parler de tout ça et de bien d'autres choses au cours de cette émission avec nos journalistes du service des sports de Nice Matin. Léandra Iacono, salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Il n'est pas de bonne humeur, moi Will, aujourd'hui. Christopher Roux qui a le sourire lui pourtant. Ouais. Ça va. Suivant Monaco, pour l'instant ça va un peu mieux. Donc Salut Chris. Salut à tous. Notre invité cette semaine est à la fois supporter, écrivain, historien de l'OGC Nice. Il a aussi fondé l'association La Grande Histoire du Gym. Serge Glomo est avec nous. Salut Serge. Salut. Merci d'être avec nous sur le plateau merci beaucoup pour l'invitation. De Gym Tonic. On a plein de choses à voir avec vous, en particulier cette belle association que vous avez créée, mais aussi plein de choses au cours de cette émission. Dans le sommaire, on reviendra bien sûr sur cette nouvelle désillusion vécue dimanche dernier contre Nantes à l'Alliance Riviera et qui s'est conclue par les mots forts de Marcin Bulka après le match. Le focus concernera l'animation offensive des Rouges et Noirs, quasi inexistante après 27 journées de championnat. Faut-il un électrochoc? Ce sera notre débat de la semaine dans le pour-contre. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous nous pencherons donc sur cette rencontre à Reims dimanche avant d'évoquer avec Serge. Et oui, une fois n'est pas coutume, c'est Serge qui fera le souviens-toi cette semaine avec cette rivalité entre les deux anciens champions de France. Reims et Nice, c'était dans les années 50 et 60. Serge qui remplace donc Philippe Kant pour ce souviens-toi. Qui nous manque, la légende. Ah oui, il a la pression, Serge, parce que la légende sur les souviens-toi, il est costaud. Allez, pour démarrer ce Gym Tonic, on va revenir donc sur cette défaite 2-1 contre les Canaries après la victoire à Lens. On avait repris un petit peu espoir dans cette saison de l'OGC Nice, dans cette fin de saison, et on ne s'attendait pas, oui, à vrai dire, à une telle rechute. Non, parce que au-delà du résultat, parce que on sait bien que le l'OGC Nice est capable de tout, même de perdre à domicile contre des équipes qui sont 16e au coup d'envoi. Mais là, c'est le contenu qui a vraiment été le plus étonnant. Une première mi-temps vraiment catastrophique. Farioli l'a dit lui-même, la pire de la saison, mais de loin, parce qu'il n'y a vraiment rien eu, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans le jeu. Et en deuxième période, le seul point positif que j'ai vu, c'est l'entrée d'Evan Guessant, qui va chercher ce penalty tout seul, parce que je ne vois aucun autre joueur de cet effectif capable d'aller chercher ce penalty. Il est en retard dès le départ, il va avec les crocs chercher ce ballon, se faire juste toucher, et c'est déjà son 3e penalty obtenu de la saison, au-delà de ses 4 buts. Franchement, Evan Guessant, c'est la vraie satisfaction de ce week-end pour cette... au moins, lui, il avait l'attitude. Et contrairement à trop nombreux de ses coéquipiers, et on a vu des mines complètement abattues à la sortie, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs, et des mots très forts exprimés par certains. Un mal pour un bien à voir, puisque apparemment la semaine a été très positive à l'entraînement. Ouais, ça c'est ce que l'on verra tout à l'heure. Effectivement, on va regarder les stats de cette rencontre, les statistiques dans cette rencontre entre Nice et Nantes, et on va voir qu'effectivement c'était pas fameux. Alors même si l'OGC Nice a eu la possession du ballon, on va dire que dans le jeu, eh bien, ça a été très moyen, avec un nombre incalculable de corners, tous plus mal tirés les uns que les autres, à part peut-être celui en fin de match où Bulka a tenté de mettre sa tête pour revenir. Serge, vous étiez au stade, bien évidemment, ce dimanche, déçu comme nous de la tournure prise par cette rencontre. On pensait que c'était derrière Nice, peut-être, avec ce match à Lens, et là... Ouais. Après, on savait que le mal était profond, quand même. C'est vrai que Lens... ça a été le sursaut, un peu la surprise même pour tout le monde. Maintenant, le contenu du match contre Nantes, il n'était pas surprenant pour celui qui vient au stade depuis le début de la saison. Quand on savait aussi qu'au milieu de terrain, on avait quand même quasiment une équipe de remplaçants par rapport aux absents. Malheureusement, le cœur y était. On s'est dit, bon, allez, c'est reparti, mais c'était un petit peu... On essayait un petit peu de se persuader. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'on est tombé encore contre une équipe qui venait de changer d'entraîneur, qui jouait donc on est tombé, c'était la même chose ici contre une équipe précédemment. Et du coup, on n'a pas su surmonter ça. Une question d'envie, Léandra, pour toi, dans cette rencontre, en tous les cas, au moins dans la première mi-temps, l'entame de match? L'entame de match, elle était diamétralement opposée à celle de Lens, parce qu'à Lens, ils étaient vraiment rentrés à fond dans ce match avec un pressing haut, des récupérations hautes. Et là, on a presque tout de suite senti que Nice n'était pas dans le même état d'esprit, en tout cas
dans le même jour. Alors comment expliquer une telle différence dans tout ce qu'ils ont montré en 2 semaines? On ne peut pas dire que la trêve a essoufflé l'élan, enfin, c'est difficilement compréhensible. Mais il y a un mot là-dessus, hein, et Dante en a parlé tout à l'heure en conférence de presse, il dit que, Christopher, tu pourras peut-être appuyer sur cela, avant Lens, il y a eu ce petit stage en Belgique, tout le monde s'était réuni, voilà, et puis après tout le monde est parti par bons et par beaux dans ces sélections, et ça a peut-être été une cassure. Tu y crois, toi, ça, cette cassure où chacun a eu peut-être en tête ses objectifs personnels et plus les objectifs collectifs? Pour moi, il y a plusieurs cassures. Peut-être que ça peut en être une, mais déjà, l'épisode Todibo contre Montpellier qui va palabrer pendant des heures avec les supporters. Je trouve que là aussi, par exemple, Jean-Claire s'est un peu perdu, est sorti un peu peut-être de sa saison. Je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut ressortir, notamment le coaching de Farioli sur ce match. À la mi-temps, alors que ça se passe pas bien, il n'y a aucun changement. Ça, c'est très étonnant. On a tous été surpris. Oui, complètement. On voit Mollet et Sissoko qui se baladent toute la première mi-temps entre les lignes. Il n'a jamais su trouver la solution. Sur ce match-là, j'ai clairement vu qu'il n'avait pas de plan B. Clairement. Ouais, et ça, on en parle depuis le début de la saison, hein, du fameux plan A qui, s'il ne marche pas, il faut qu'il ait un meilleur plan A. Il l'a dit lui-même, hein, voilà, il ne veut pas déroger de son plan A. Est-ce qu'il a vraiment à chaque fois tous les joueurs à disposition pour respecter son plan A? Je ne crois pas. Et là-dessus aussi, il y a une remise en question à faire. Bon, alors, on va évidemment parler de ce qui s'est passé après la rencontre avec les propos de Marcin Bulka en zone mixte. Hein, c'était juste après le match dans un endroit de l'Alliance Riviera où les joueurs sont censés tous passer et parler aux journalistes après la rencontre. Il a eu des mots forts. Marcin Bulka, on va tout de suite les écouter, on va les commenter après, on va écouter aussi quelles ont été les conséquences cette semaine dans la préparation du gym. Mais d'abord, donc les mots de Marcin Bulka, c'est devant la caméra de Maxime Baquier de France Bleu Azur qu'on remercie de nous avoir prêté ces images. Pour moi déjà, la première mi-temps, on a passé un peu à côté, surtout les premiers buts. On était trop statique défensivement. Je ne comprends pas certaines attitudes dans l'équipe dans les premiers buts. C'est pour ça que j'ai pris mal aussi 7 buts de ma tête. Mais après, on va parler dans la vestiaire, je ne vais pas parler devant caméra de ces buts-là, mais c'est une grande frustration parce qu'on doit éviter ça si on veut chercher haut. Donc ça se joue dans la détermination individuelle et collective aussi. C'est ça qui va moins bien dans cette équipe depuis quelques semaines. Je ne sais pas si c'est collectif. Moi, je peux dire que c'est individuel. Chacun il doit se regarder dans les yeux tout seul et poser des questions et répondre soi-même s'il a envie ou pas. Parce qu'aujourd'hui, ça se voyait en premier mi-temps qu'il y avait certains qui n'avaient pas envie pour moi. Voilà, certains joueurs qui en première mi-temps n'avaient pas envie. Serge, vous avez découvert comme nous ces propos après la rencontre. Quand on est supporter, on se dit oula, il y a quelque chose qui fonctionne pas là dans le vestiaire a priori. C'est rare hein, qu'on entende un joueur qui... Bon, il n'a pas donné de nom, mais c'est quasiment comme si. C'est rare d'entendre des joueurs... Alors de l'autre côté, je me dis, s'il dit ça, c'est que il sait que ça va pas forcément être mal pris par ceux qui vont l'entendre. Je me dis, peut-être qu'il le fait exprès pour essayer de réveiller un peu les consciences et faire en sorte, en effet, il y en a peut-être qui sont... C'est pas dans leur tête, hein, au fond du trou, et leur dire, là, il faut y aller, quoi. Peut-être qu'il leur a déjà dit avant, et que là, il le met au grand public pour mettre tout le monde devant ses responsabilités. J'analyse ça, après, je suis comme... C'est ce qu'il a fait, oui, il a mis un peu tout le monde devant ses responsabilités, là, Marcin Bulka. Moi, je pense qu'il confie surtout sa frustration personnelle. C'était passé un peu inaperçu, mais déjà, après Toulouse, il y avait son petit tweet qui m'avait surpris avec une photo et un simple mot, inacceptable. Donc déjà, après Toulouse, il pointait une notion de quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et là, après, il faut le comprendre, c'est un garçon qui au Parc des Princes, il a joué avec un nez complètement fracassé. Il est à Lens, il porte un masque, le staff lui demande 100 fois si vraiment il se sent prêt, lui 250% prêt, et il arrive derrière sur un match de reprise et il voit certains copains qui en font vraiment très peu dans la surface. Alors, comme l'a dit Serge, en fait, il parle du premier but. Donc forcément, le premier but, on regarde et qui c'est qui dort, mais qui dort, c'est Jordan Lotomba. Todibo n'est pas non plus souverain sur la trajectoire, mais ça se passe après derrière lui, tandis que Lotomba, lui, il est face au jeu. Et ça fait plusieurs situations où Lotomba, dans la surface, il dort.
quand il y a un marquage à prendre, quand il y a un marquage à faire. Et après, Lotomba aussi, on se souvient d'un bon passage sous Didier Digard l'année dernière. Sinon, depuis qu'il est à Nice, il a cette constante dans le manque d'agressivité défensif. On l'a déjà vu plusieurs fois cette saison. Et là, c'était criant contre Nantes avec Ablin. Il a fait ce qu'il voulait de la tête. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de doublure en plus, Lotomba, parce que Rosier est encore blessé. Oui, ça c'est aussi un problème qui a été qui est là depuis le mercato d'hiver. On n'a pas visiblement pris la bonne recrue. Après, moi je vois surtout aussi un problème collectif, encore une fois, et là c'est la responsabilité de Farioli pour moi, c'est que Nantes a été très bon dans le pressing, ok, mais on n'a jamais été capable de s'en sortir collectivement. Et même, je trouve que Louchez a joué trop bas. Il a jamais su... devant la défense, mais il a jamais su savoir s'il devait prendre Mollet ou s'il devait prendre Sissoko. Ce problème n'a jamais été réglé. Et sur le but, il est trop bas. Ils sont trop après à défendre sur Sissoko. Lotomba dort. Il a raison là-dessus, Will. Et derrière, en fait, tout le décalage est fait et puis le but est pris. Et je trouve qu'il y a une vraie responsabilité sur ce match de la part de Farioli. Ouais. Sur les propos de Boulka, Léandra, un joueur ne devrait pas dire ça publiquement ? C'est sûr que, entre guillemets, ça a ouvert en fait une fenêtre avec toutes les interprétations et fantaisies possibles. C'est-à-dire que pour les médias et pour tout le monde autour, les supporters, on se dit forcément qu'il y a un souci. Après, moi, personnellement, ça me déplaît pas dans le sens où on a vu un joueur qui était engagé, qui était le sang, t'es sensationnel. qui était touché par la situation. Et c'est important aussi de voir qu'il y a des garçons comme ça qui ne supportent pas ce qui est en train de se passer à l'OGC Nice en ce moment. Après, c'est sûr que le club se serait bien passé de cet épisode. A priori, ça a été un mal pour un bien parce que ça a entraîné des discussions. Donc on va voir maintenant si ces discussions-là, elles ont été constructives. Comment ça a été pris dans le vestiaire ? On a posé la question à Dante, qui s'est présenté en conférence de presse, le capitaine de l'OGC Nice. Comment les propos de Marcin Bulka ont été pris dans le vestiaire ? Écoutez la réponse du capitaine niçois devant la caméra de Philippe Bertini. On a vu Marcin et un peu parler dans l'émotion. C'est un joueur il joue vraiment avec beaucoup d'émotions. Il est jeune et d'énergie. Et ça, il faut le comprendre aussi. Ça vous donne aussi des choses à écrire, surtout. Ça vous met beaucoup de choses dans vos têtes. Et ça, on n'a pas besoin de le faire publiquement. Ça déclenchait déjà une envie de ne pas répéter les mêmes erreurs et aussi de montrer tout un autre visage dimanche. On a une grande responsabilité d'avoir un très bon comportement, un comportement vraiment des grands compétiteurs, des guerriers sur le terrain et on va vraiment montrer que nous sommes soudés, que nous sommes un groupe uni. Voilà, montrer que nous sommes un groupe soudé, et uni. Serge, la réaction de Dante, quand même, malgré tout. Il nous dit, en gros, Marcin Bulka, il n'allait pas dire ça publiquement, il aurait dû laisser ça pour lui et nous dire dans le vestiaire à nous. Pour une fois qu'il y a excusez-moi l'expression, mais il y a un joueur qui les pose un peu, on ne va pas lui porter reproche. Ouais, comme je vous ai dit... je pense que, le connaissant, je ne connais pas particulièrement, mais il a l'air très, très spontané. Je pense que ce qu'il a dit là, il a déjà dû le dire, déjà dans le vestiaire. Là, ça sort, parce que c'est à la fin du match, en effet, il y a peut-être la frustration. Non, moi, ce qui me je trouve un peu dommage, c'est le discours de dire... on va se remobiliser. C'est un peu dur. Enfin, on a déjà entendu ça. C'est ça. C'est avant Lens, on va se mobiliser. Donc là, il reste combien ? 6 matchs, 7 matchs. 7 matchs. C'est plus la mobilisation là. Il faut y aller quoi. Donc il faut laisser les égos de côté. Ils se mettront sur. Enfin, il faut régler leur compte à la fin de la saison s'il le faut, mais il faut que tous qu'ils s'unissent et qu'ils aillent au bout pour faire le meilleur résultat possible. En essayant de mettre de côté leur ego, leur souhait de transfert ou leur autre chose. C'est vrai qu'en tribune, on a du mal. C'est pour ça que les supporters, il y a de la tension en tribune. C'est vrai que ça crée une ambiance tendue. On va au stade, c'est une pénitence, quoi. Ouais, même une forme de dégoût pour certains. Moi, j'ai entendu des gens dire... Cette équipe me dégoûte, quoi. Comment on peut en arriver là alors que l'équipe est 5e de Ligue 1, des enfants qui ont plus envie de regarder les matchs, c'est plus envie d'aller au stade, c'est terrible d'en arriver là sur une saison qui partait d'une façon aussi belle. Très niçois.
Oui, bah, complètement. Donc, On a moi, l'habitude, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est pour ça que moi, franchement, ça me touche pas, parce que je sais très bien que si dans 7 matchs, ils auront fait 6 victoires sur 7 et que t'es en Coupe d'Europe, tout le monde te dira, ouais, c'est génial, vive le gym. Je m'en fiche complètement. Comme je m'en fiche complètement de ce que vient de dire Dante, dans le fond, oui, on va, j'en ai rien à faire. C'est des actes. Dimanche, j'attends dimanche, parce que dimanche, c'est un adversaire en plus concerné par cette course à l'Europe. Et puis surtout, derrière, tu as 15 jours sans jouer. Donc moi, je pense que si tu fais encore une contre-perf, sans parler de résultats, juste dans l'attitude, à Reims, les 15 jours sans match, ça va être une catastrophe. Ça va être très long. Et donc derrière, t'enchaînes en plus sur un beau calendrier. Donc dimanche, une prestation très très attendue. Alors ça, c'est la réaction du vestiaire, évidemment, traduite par Dante en conférence de presse, mais les dirigeants, on les a pas beaucoup entendus ces dernières semaines, et à part une interview que tu as faite, Will, dans le journal de Florent Ghisolfi. Non, c'est Léandra. C'est Léandra, excuse-moi, Léandra. Pas de problème. Tu étais en vacances, c'est vrai. Léandra de Florent Ghisolfi, voilà, on n'a pas entendu grand monde quoi, sur cela. C'est silence en cool, j'ai titré, parce que c'est vrai que à un moment donné, il doit y avoir une prise de parole forte pour siffler la fin de la récréation. Tu penses pas, Christopher ? Moi, je trouve que je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, voilà, il y a peut-être des petits discours avec les journalistes un peu en off, etc. Mais on a besoin aussi d'avoir une parole publique. Pour les supporters, pas pour nous, les journalistes, d'ailleurs. À destination des supporters. Il y a des comportements qui sont pas acceptables sur ce match-là. Mofi dans le pressing, ça a été mais une blague. Une blague. Franchement, j'ai halluciné. Je trouve que cette équipe, elle a joué trop bas. Il n'y a jamais personne qui a été capable de la faire sortir. Je pense qu'à un moment, il y a des garçons qui ont vraiment sérieusement besoin d'être remis, qu'on les secoue un petit peu. Il reste 7 matchs, c'est peu et beaucoup à la fois pour se remobiliser. Et oui, je pense que ça pourrait ne pas faire de mal aussi que certains garçons soient peut-être un petit peu aussi bousculés publiquement, mis face à leur responsabilité aussi. Parfois, ça peut être utile. C'est ce que tendent un petit peu aussi les supporters, un peu plus de fermeté de la part des dirigeants aujourd'hui ? Difficile à dire. Ou un discours un peu plus motivateur ? Voilà, tout le monde se pose des questions, quoi. Ouais. Autant quand tout allait bien, des fois on se demandait pourquoi tout allait bien, parce que le contenu n'était pas terrible. Mais aujourd'hui où tout va mal, on se pose toujours les mêmes questions. En fait, est-ce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des joueurs ? Est-ce que c'est Farioli qui doit être un peu plus ferme ? Est-ce que c'est les dirigeants qui doivent intervenir ? Je ne sais pas si on a vraiment c'est peut-être un peu de tout ça en même temps. Après, on ne sait pas ce qui se passe au club. Est-ce que les dirigeants interviennent, mais peut-être qu'on ne le sait pas forcément. Oui, mais est-ce qu'on a, à un moment donné, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de le savoir ? Est-ce que les supporters, surtout pas nous, journalistes, est-ce que les supporters n'ont pas besoin de savoir que l'ordre est un peu mis dans la maison ? Mais quels supporters ? Bah tout le monde, les supporters de GC Nice, ceux qui ne vont pas au match et qui se plaignent après sur les réseaux. Les supporters de GC Nice, y compris... Non, je ne te parle pas par rapport au réseau. Non, parce que moi je parle aujourd'hui d'un constat général du club. Ce club... Quel est le positif dans ce club ? On parle tous à des supporters autour du club. Quel est le positif dans ce club aujourd'hui ? Pas nécessairement par les réseaux. Non, mais quel est le positif dans ce club ? L'équipe, elle est à la ramasse. Le coaching, il est pas bon non plus. Les supporters, ils sont où ? Il n'y a rien qui va. Excuse-moi, 20 000, même pas 20 000 contre Nantes, un week-end de Pâques, et après on dit on veut l'Europe et on veut la Coupe d'Europe, et il y a des gains dans le stade, et après par contre on va dire ouais, il faut que les gens y parlent, nous on veut savoir. Mais vous voulez savoir quoi ? Faites déjà votre rôle, venez déjà au stade. Et les ultras, c'est pareil. Parce que franchement, en ce moment, l'ambiance, elle est délétère, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Mais quand les joueurs, quand les supporters viennent au stade, ils ont assisté cette année à des purges, quoi. Je suis désolé, souvent. Donc c'est difficile de leur vendre du beau jeu, de l'envie, Serge. Et c'est une prise de parole des dirigeants qui va tout sauver ? Non, mais au moins, ça montre peut-être, je pose la question, ça montre peut-être que le bateau est dirigé. C'est du vent, c'est le même principe que le discours de Dante. À un moment donné, ça fait du vent, c'est tout. C'est un paravent. C'est ça, moi je pense qu'on attend des actes, mais je pense que les actes, ils sont aussi à l'intérieur du club, à l'intérieur du vestiaire, avec des prises de parole. Florent Ghisolfi a parlé aux joueurs, et je pense qu'au club, personne n'a accepté cette première mi-temps contre Nantes. Je pense que les discours ont été... peut-être pas à la hauteur, ça j'en sais rien, et je pense qu'on le verra sur le match de Reims, mais en tout cas il y a eu quelque chose, et je pense que le club réfléchit, le club ne se laisse pas couler non plus totalement. Mais après, c'est sûr que c'est difficile d'en attendre davantage des dirigeants dans la presse, parce que quoi qu'il arrive, on va dire, bah oui c'est du vent, ça brasse de l'air, et puis c'est tout. Nous, voilà, les actes c'est sur le terrain dimanche contre Reims. Après ce que j'aurais aimé par exemple, c'est que voilà, Dante ils disent il a raison, Marcin avait raison, on n'a pas été bon sur ce match, maintenant on va essayer de faire ce qu'il faut, mais sur ce match-là il n'y a rien à dire, son discours il est juste, il est pondéré,
il cite personne nommément. Il a le droit de pas être d'accord, de pas être content, de si pas être tu satisfait. acceptes ça une fois, ça veut dire que quoi qu'il a, à chaque fois que ça ira mal, tu acceptes que quelqu'un redonne des miettes à Je l'extérieur. pense C'est pas que ça compliqué de arrivera dire tous les ça. week-ends. Mais c'est bien aussi que quand des fois il y a des joueurs qui ont ce besoin-là de l'exprimer publiquement, qu'on puisse accepter ça. Il n'y a rien de grave. Encore une fois, on parle juste de football. Et il a juste dit aujourd'hui il y a des garçons qui sont pas bons dans l'attitude. Ok. Après, en interne, tu précises plus tes mots, qui c'est que tu ciblais peut-être, tu discutes avec ces gens-là. Et les choses peuvent se régler aussi de manière intelligente. Certes, il en a parlé publiquement, mais il n'y a rien de grave. Je pense que c'est pas pour autant qu'il faut s'alarmer sur les conséquences de tout ça. Ça peut encore basculer, ça peut se régler, mais voilà, il faut que tout le monde en prenne conscience et ça peut repartir et tu peux finir européen. Non, mais est-ce qu'il faut remettre justement de l'huile sur le feu? Je suis pas certaine qu'avec une prise de parole des dirigeants, Florent Guizotto a parlé dans Nice Matin. Il a dit que l'attitude avait été acceptable. Il a aussi dit que les joueurs s'étaient parlé. Dont acte. Dont acte, tout à fait. Parce que sous l'époque de Julien Fournier, ça parlait aussi beaucoup Mais quand il y avait on ne va pas comparer, comparaison n'est pas raison. Parce que moi, aujourd'hui, par contre, le silence qui me pèse le plus, c'est celui d'Ineos. J'allais y venir. Voilà. C'est celui-là qui me pèse clairement. On est bien d'accord. Parce que c'est bien beau. Dans les dirigeants, ça englobe tout le monde. Hein. Jim Ratcliffe, il a parlé une fois sur l'OGC Nice quand il est arrivé, et encore, il a parlé à sa manière, puisqu'il a laissé des journalistes à la porte, alors qu'il leur avait donné rendez-vous pourtant. Donc déjà, manque de respect envers la presse. Deuxièmement, dans toute la communication d'Ineos, ça a toujours été n'importe quoi. On annonce Galtier pendant un match de l'équipe de France, on annonce qu'on achète Manchester pendant les fêtes de Noël. En fait, il y a un manque de respect de l'OGC Nice depuis déjà des lustres, et on continue. Parce que là, aujourd'hui, l'OGC Nice, ça va moins bien. Par contre, on est obnubilé par Manchester. Hier, d'ailleurs, j'ai bien rigolé quand ils en ont pris 2 dans les arrêts de jeu qui leur a permis de perdre. Donc, en fait, non, mais franchement, aujourd'hui, moi, c'est Ineos qui m'horripile. J'ai l'impression que Nice, c'est devenu Lausanne. Ça coule, on n'en a rien à faire parce que nous, notre priorité, c'est Manchester United. Super le respect. Serge, par rapport à Ineos, aujourd'hui, quel est le sentiment un peu de... Le vôtre, d'ailleurs, à ce sujet-là? Qu'est-ce que veut faire Ineos de l'OGC Nice? En gros, on se pose toujours la question. D'un côté, c'est vrai que c'est décevant, leur attitude et le manque d'implication, les paroles malheureuses surprenantes qu'il a pu avoir sur les erreurs qu'il a faites. Il était content de les avoir faites avant Manchester. À Nice, ouais, c'est dur à entendre, c'est sûr, quand on est supporter niçois. Après, pour voir le positif des choses, il faut essayer. Bon, voilà, Ineos, malgré tout, même s'ils amènent pas des choses très positives, ils amènent quand même les moyens financiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, je suis peut-être bien ou mal placé pour en parler, et comme je disais, des fois, me replonger dans l'histoire, c'est un peu ma thérapie lorsque tout va mal. Et aujourd'hui, le gym a quand même un budget solide et structuré. On n'a jamais eu de mémoire, autant de salariés dans le club. C'est assez impressionnant. L'effectif, mais c'est ce qu'il est, mais il y a quand même des joueurs de niveau international. On est 5e, c'est ça? Tout du bois pour que ça dure. Dans l'histoire du club, on n'a pas vécu longtemps, beaucoup ce genre de période-là. Donc c'est vrai que je me surprends à prendre autant de recul, parce que d'habitude je suis pas comme ça. Mais pour me calmer, des fois j'en suis là à me dire, finalement, quand on regarde un peu le passé, on va parler peut-être tout à l'heure de Reims, et on verra que Reims aussi, ils ont coulé un peu comme Nice, même pire que nous. Bon, mais aujourd'hui, allez, on prend du recul, on voit en effet qu'on est dans les 5-6 premiers de Ligue 1. On joue pas les barrages, on joue pas le maintien. Alors c'est vrai qu'on a Ineos qui a des millions, mais on aimerait leur dire, mais sortez ces millions, quoi. Utilement, voilà, surtout. Utilement. Même inutilement, c'est pas parce qu'ils en ont sorti. Ils en ont sorti. Quasiment 200 millions d'euros. Et après, il y a des joueurs qui sont pas là. Tu regardes sur les dernières encore fenêtres de mercato, tu fais des joueurs. C'est pour ça qu'une prise de parole publique, les joueurs ils disent on lit pas, etc. Ben voyons, bien sûr qu'ils disent tous. La pression, et si à un moment ils prennent un peu aussi une cartouche par leur direction, j'espère bien que ça les touche un minimum. Et qu'au niveau de l'ego, et de l'orgueil, ils ont envie de réagir. Mais Serge a raison, c'est-à-dire qu'en fait l'équipe a créé elle-même les attentes qu'il y a actuellement, en étant très bon en première partie de saison. C'est ça le plus dur, c'est peut-être de tomber de haut en fait au final, parce qu'on attendait plus de cette équipe. Bon, on va reparler un tout petit peu de jeu avec le focus de la semaine. Et cette réflexion que l'on s'est certainement tous fait devant ce match contre Nantes, 27 journées de Ligue 1 sont passées, et devant,
Eh ben, pas de complémentarité entre les attaquants. Alors certes, les milieux n'étaient pas là, c'est ce que nous dira tout à l'heure Francesco Farioli, mais bon, c'est du jeu de position. On met Boga d'un côté, on met Mofi d'un côté dans l'axe, on positionne à droite Laborde ou Shaw parfois, et puis au final, oui, on voit pas grand-chose s'animer, quoi. Non, parce que tu es vachement dépendant en fait des actions individuelles. Quand tu as Boga qui est à son niveau, ça crée du danger constamment. Quand tu as Shaw qui arrive aussi à trouver quelques espaces, ça peut être dangereux. Quand tu as Mofi qui est lancé dans la profondeur, ça peut être dangereux. Le problème, c'est que c'est trop rare. Eh oui. Ce sont 3 événements qui arrivent par intermittence. Le seul, encore une fois, je reviens dessus, mais tu as raison, non, mais pour le coup, tu as constant, entièrement raison. c'est Guessant, parce que Guessant, quand il joue dans l'axe, il est capable de prendre la profondeur, de jouer en remise. Quand il joue sur le côté, il est capable de jouer dans la profondeur, la vitesse, de percuter. Il est peut-être moins talentueux que les autres, mais lui, déjà, il joue avec la fin. Et c'est ce qui manque aux autres, parce que Boga a un talent indéniable. Moi, j'entends quand Francesco Farioli dit que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en 1 contre 1. Non, mais je l'entends. L'entendre dire ça juste avant Nantes et voir le match qu'il a fait contre Nantes, c'est ça qui est malheureux. Faut se mouiller la nuque. C'est là que voilà, le contraste est affreux, que ce soit pour le coach comme pour le joueur. Parce que le joueur aussi, hein, il est venu en conf, lui aussi, avant Nantes. Je suis capable d'être le leader technique, je suis capable d'assumer ça, de faire ça. Et 2 jours après, il est inexistant. Donc, les responsabilités, elles sont chez tout le monde. Alors, peut-être que des fois, on va dire on aimerait qu'il tape dessus, mais quand il y a des coachs qui caressent un peu, ça marche pas non plus. C'est compliqué, mais c'est vrai que collectivement, on sent pas un trio qui se dégage avec des combinaisons, des redoublements de passes et des automatismes. Ça peut voir à Monaco, par exemple, Christopher. On va voir quelques stats et après je te donne la parole par rapport justement à cette animation offensive de l'OGC Nice, avec d'abord le détail des 28 buts marqués par les Niçois en Ligue 1 depuis le début de la saison. 26 à l'intérieur de la surface de réparation, 2 seulement à l'extérieur de la surface, 5 pénaltys, 0 coup franc direct. Alors ça, le jour où un joueur niçois remarquera un coup franc direct, je pense que Leandra peut aller courir nu sur la place Masséna. De la tête, 4 buts seulement dans le jeu 19. J'espère que ça n'arrivera pas contre Reims. Non, mais je viendrai avec toi, t'inquiète pas. Dans le jeu et sur des centres, 5 seulement. Alors ça, sur des centres, c'est incroyable parce que quand tu as des joueurs de côté, 5 buts seulement inscrits sur des centres, Serge, c'est quand même une statistique qui est assez effarante. C'est la réflexion que je me fais à chaque match, à chaque fois qu'on a des corners. Je vois Dante et Todibo monter. Et malheureusement, à chaque fois, ils reviennent comme ils sont venus. Pourtant, derrière, ils ont de l'assurance. Hein, je trouve que c'est malheureux. Et c'est vrai que les corners, pour nous, en tout cas, c'est pas un atout, alors que ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Le détail des buts marqués par les attaquants niçois cette saison, alors une dizaine de buts pour Mofi, c'est pas trop mal, avec 3 passes décisives. Niveau stats, c'est pas mal. Ouais, non, mais niveau stats, je te l'accorde, c'est pas mal. Mais après, c'est derrière que ça manque. 4 buts pour Laborde en 31 matchs, c'est énorme. Alors Guessant, on va minorer parce que sur ces 31 matchs, il y a beaucoup de matchs où il est rentré en jeu seulement. Alors Diop, on n'en parle même plus, saison terminée, mais elle n'a même pas commencé la pauvre saison de Sofiane Diop en 2023-2024. 4 buts seulement pour Boga, 1 but pour Mohamed Ali Shaw et Baldé. Là aussi, on va peut-être le mettre de côté parce que lui aussi n'a fait que des entrées en jeu, même si elles sont pas trop mal, les entrées de Baldé. C'était le meilleur. C'est vrai, il faudrait peut-être l'essayer. Il mérite d'avoir une chance un petit peu plus, c'est vrai, tu as entièrement raison là-dessus. Qu'en conclure par rapport à cela que c'est la faute de qui? Des joueurs ou la faute de Farioli qui n'a pas su insuffler après 27 journées une animation offensive, comme on peut le voir par exemple à Monaco avec Hutter, où alors là c'est porte ouverte. Là où il a eu l'intelligence en fait, Hutter, c'est qu'il s'est dit à un moment, ok, j'ai insisté un peu avec mon système, ça fonctionne pas, à un moment je change. Je passe à 4 derrière, je tente d'autres choses, des choses différentes. Les joueurs aussi, des fois, sont capables de se lâcher. Ils sont pas non plus enfermés dans un système. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on en est là à Nice. Et oui, mais c'est ça le problème. Il fait pas un seul appel en profondeur. Vous avez un bloc de Nantes qui est très haut. Il n'y a pas d'appel en profondeur. Je suis d'accord avec toi. Regardez la qualité. Golovin, Ben Seguir, je suis d'accord avec toi. C'est déjà 3 joueurs que t'as pas. Ben Yedder,
c'est une valeur sûre que t'as pas. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Et Ben Seguir, Akliouche, en plus de leur talent, ça, c'est des jeunes qui ont les crocs. Oui, mais les c'est ce vrais qu'on Aguessant. aurait pu attendre d'un Diop pas blessé, d'un Boga pas blessé, ce genre Boga, de prestation. c'est pas un jeune. Boga, il a 28 ans. Mais Boga, il est d'autant plus décevant pour ça. Boga, il a 28 ans, il a joué en Serie A, il a plus de 100 matchs de Serie A, il a joué dans des grands clubs avec des grandes ambitions pour chaque club, et il arrive à l'OGC Nice qui a quand même investi 18 millions d'euros. Et tranquille. En pantoufle. Et tranquille. Et alors, j'ai fait un bon match au parc, j'ai fait un bon raid, ça y est, je suis content. Et je peux dormir pendant 15 jours. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est la responsabilité, en premier lieu, du joueur, qui doit avoir une exigence et une détermination dans sa carrière, et de deux, du coach, qui, s'il ne trouve pas les leviers de réveiller ce joueur, hop, sur le banc. Et Laborde qui revient, parce que moi, je pense que Laborde, aujourd'hui, il mérite de jouer, parce qu'il fait avancer le bloc. Dans le pressing, pour moi, c'est le meilleur joueur offensif. Et aujourd'hui, contre Nantes, t'arrives pas à récupérer un ballon haut, tu subis toute la première mi-temps. Alors je dis pas qu'il en aurait récupéré 15, mais sur un coup ou deux, il peut récupérer, il peut créer quelque chose, on peut partir en contre, il peut s'animer quelque chose. C'est pas le meilleur joueur techniquement, je suis d'accord, mais je pense que aujourd'hui, comme les autres ne font pas le boulot, il doit retourner sur le terrain et avoir sa chance à nouveau. En plus, on l'a vu contre Lens. On voit que quand le bloc est haut, qu'il y a des récupérations hautes, c'est beaucoup plus facile d'être proche du but. C'est pas en repartant de l'autre côté de la surface et essayer de construire. Là, on voit que ça marche pas. Et si tout simplement, Francesco Farioli, on l'a aussi beaucoup dit ça depuis le début de la saison, n'avait pas les joueurs pour son système, les joueurs offensifs pour son système de jeu. Je suis pas persuadé, encore une fois, ils sont capables de... C'est un jeu qui est fait de redoublement de passes, de positionnement. C'est un jeu de positionnement, un jeu de position. C'est quand même pas des manches, balle au pied, la plupart des joueurs. Moi, je trouve surtout que, avant de parler des attaquants, moi j'ai envie de parler du milieu de terrain. Kefren Turam est en droit de faire beaucoup mieux. Morgan Sanson est en droit de faire beaucoup mieux. Moi, quand je vois le joueur qui arrive cet été, Morgan Sanson, bientôt 30 ans. On nous a dit que sur les coups de pied arrêtés, ça serait fantastique avec Boga et Sanson. Mais c'est pas trop mal. Oui, enfin, combien de buts marqués? C'est pas trop mal. Ouais, mais c'est parce que c'est plus ceux qui sont à la réception des centres qui sont pas bons. Todibo, il en a raté 3 ou 4. Toi, tu penses que ça ouais. Moi, je trouve que la qualité des centres, c'est pas trop mal. Boga, il en a réussi un sur une tête de Guessant contre l'OM. Et il y avait Youssouf qui touche la barre dans le derby contre Monaco sur un corner de Boga à l'aller. Il y a des choses. La qualité des coups de pied arrêtés, c'est pas ce qui me désole le plus. Ce qui me désole le plus, c'est dans le jeu. Morgan Sanson, c'est insuffisant dans le jeu. C'est vraiment insuffisant. Et donc, il y a Mofi, j'en reviens à ça. Il arrive à mettre 10 buts, donc il y a beaucoup de pénaltys. Mais combien il y a de buts dans sa spécificité, profondeur, on l'utilise? Combien il y a eu de buts comme ça? Aucun, parce qu'on lui donne pas le ballon. Il va devoir. Mofi, il va falloir bientôt se faire la transversale et y aller. Oui, il fait pas un appel samedi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'en vois déjà un où Chaud tergiverse à vouloir porter le ballon, alors que s'il joue en première intention, Mofi est parti. J'en vois déjà un. Oui, mais quand le bloc est bas, comme en première mi-temps, parfois il peut faire un appel en profondeur. J'en ai pas vu un. Quand son équipe elle est prise par le pressing sous pression. Je suis désolé, j'ai regardé le match et j'ai pas vu ces appels. Après, je sais pas ce que t'en penses, Will, mais moi je les ai trouvés toujours plus intéressants quand ils jouaient avec une défense à 3. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps un peu, à un moment donné. Avec Louchet, moi je vois pas le changement en fait, clairement. Dans la relance, c'est pas plus facile. T'es à 3, celui qui redescend, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de liberté quand même, et même Kefren Turam, je trouve que ça lui va mieux. Là, c'est vraiment box-to-box, alors que je trouve. Le problème, c'est que t'as pas de défenseur central remplaçant en troisième. T'as pas de troisième. C'est le choix qu'ont fait les dirigeants encore cet hiver. Voilà. Quand Youssouf est blessé, t'as pas de remplaçant. Ça, c'est un gros Mathieu Vitti qui est parti, par exemple, t'aurais pu te rendre service dans une défense à 3 et aurait pu permettre au coach à un moment donné d'avoir. Tu disais Youssouf, Rosario aussi qui pouvait, mais c'est pas un spécialiste du poste. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et puis il devient indispensable au milieu, l'un et l'autre aussi. Après, on va écouter juste avant de te redonner la parole, Christopher, on va écouter Francesco Farioli. Justement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Will, sur les attaquants, mais aussi les milieux qui n'ont pas toujours été présents. Adesso la verità è che soprattutto poi nelle ultime... La vérité, c'est que surtout sur ces 12-13 dernières journées, entre les absences et la nécessité de redessiner notamment le milieu de terrain, on a eu peu de continuité sur le 11 titulaire.
Et clairement, ça a été un problème, je dirais pas le problème principal, mais un des problèmes. Maintenant, on va enregistrer les retours de Khéphren Thuram et Pablo Rosario. Ça redonne de la stabilité au milieu de terrain. Mais après, il n'est pas question, c'est pas un joueur ou un compartiment de jeu, c'est la somme de tout pour arriver à faire tourner la machine. Donc, c'est pas la responsabilité d'un joueur ou juste d'un compartiment du jeu, mais c'est la responsabilité de tout le monde. Voilà donc Francesco Farioli à propos de cette animation offensive en difficulté. Moi, j'ai pas l'impression qu'il répond finalement à la question sur la complémentarité de ses attaquants. Il nous parle des milieux, il dit qu'il a pas eu tout le monde aussi à un moment donné. Alors certes, il va pas reconnaître en étant entraîneur de l'OGC Nice, oui, ça fait 27 journées que j'ai pas trouvé la bonne formule pour aligner les attaquants. Mais pourtant, le constat, il est quasiment là. Ouais, après, c'est un argument de dire qu'il a jamais pu aligner son équipe. Des fois, il les a cherchés les il trois a rarement fait par choix. Mais il y a des fois, c'était souvent forcé par les absences, les blessures. Parce que mine de rien, on regarde, ça fait combien de temps que l'infirmerie, elle n'a pas été vide ? Vraiment. Et sans compter les suspensions aussi. À un moment donné, Youssouf en a accumulé. Il n'y a jamais eu, en fait, est-ce que tu peux dans le travail. Est-ce que tu peux me citer vraiment un 11 type mais je crois qu'il n'y a jamais eu 2 fois le même 11. Hein. Cette saison, il faudrait regarder dans les stats. Si, je l'ai fait ce papier. Ouais. Je l'ai fait et 2 fois. Voilà, c'est ce que je vais te dire. 2 fois, il y a eu le même 11 sur toute la saison. Je crois que c'est ça. Oui, mais je crois que c'est Monaco-Paris, je crois. Il y a certes eu les blessures, mais aussi parce qu'il Francesco Farioli a voulu changer aussi. Non, mais lui aussi, il a voulu changer. Il tâtonne un peu, quoi. Après 27 journées. Moi, c'est mon sentiment. J'ai le sentiment qu'offensivement, il tâtonne encore un peu. Non, mais après, c'est une réalité. C'est vrai que quand tu n'as jamais vu de progrès depuis le début de saison, à un moment donné, oui, tu te poses la question. Mais encore une fois, je suis d'accord quand il dit que ça ne concerne pas seulement les attaquants. Non, c'est la relation milieu-attaque. Comme quand on disait la meilleure défense, c'était pas seulement conditionné par Todibo, Boulka et Dante. C'était l'effort que faisait Youssouf. Voilà, il y avait tout ce bloc et aujourd'hui, on voit que le GC Nice se fait transpercer. Enfin, Nantes, ils ont au moins 6 ou 7 situations d'attaque rapide. Ablin, c'est devenu Cristiano Ronaldo. C'est incroyable. Quand Nantes n'a pas joué de la saison. À 6 ou 7 situations et que beaucoup plus que pouvaient en avoir d'autres équipes du haut de tableau, c'est pas normal et c'est pas que l'affaire des défenseurs. Je t'ai coupé tout à l'heure. Ouais, je trouve que Thuram il est épargné mais de manière incroyable. On parle d'un garçon qui va peut-être partir à Liverpool ou je ne sais où. Il va falloir qu'il montre beaucoup plus que ce qu'il montre aujourd'hui. C'est quoi déjà entre blessures, entre Everton et Everton, plutôt. Ouais, aujourd'hui, moi je le vois très très mal barré et même pour le gym. On parlait d'un transfert peut-être à 50-60. J'espère que ce sera dans ces eaux-là s'il doit partir encore une fois. Après, lui, il était pas contre Nantes, il était là contre Lens. Non. Mais pareil, dans cette saison, il est où, Khéphren Thuram ? Il fait un bon match par-ci par-là aujourd'hui. Alors, le problème, pour le coup, et je vais le défendre un petit peu, et Dieu sait si dans cette saison de Gym Tonic. Toi, tu vas le défendre ? Non, oui, pourquoi ? Parce qu'il fait un bon match contre Lens. Oui. Admettons-le, il fait un bon match contre Lens. Il est présent, il marque son but, il est plutôt bon. Et boum, derrière, il y a cette coupure, cette trêve internationale, où il joue avec l'équipe de France Espoir et où il n'est pas bon. Voilà. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Je sais où il n'est pas bon. Et où il était là pour essayer de prendre un peu de confiance, et sa confiance, elle rechute avec ce match de l'équipe de France Espoir. Donc là, on va voir si dans son caractère, dans sa force de caractère, c'est là qu'on va voir si c'est un futur grand joueur ou pas, Khéphren Thuram. C'est à Reims, moi, que je l'attends. Je suis d'accord avec toi. Je l'attends là aussi. Un moment, il a besoin de prendre l'équipe. Sur Khéphren, mais comme je l'ai dit et redit, c'est du dépit amoureux toute cette saison pour Thuram, parce qu'on aimerait qu'il fasse mieux. C'est la déception amoureuse. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai que la saison dernière, on l'aimait parce que il faisait ce que beaucoup ne savent pas faire, c'est-à-dire que quand le jeu, on s'endormait un peu, il s'en allait à grandes enjambées devant, il cassait les lignes, et puis des fois, il allait marquer les buts tout seul, chose qu'aujourd'hui, on le voit plus faire. Alors on nous explique que c'est parce qu'il a un rôle beaucoup plus défensif. Je sais pas, moi j'y comprends rien, mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant un peu plus haut à essayer de casser les lignes qu'avec un rôle défensif, ou peut-être que lui non plus s'y retrouve pas trop. Je pense que ça. Après il y a les consignes aussi de l'entraîneur qui font on sait pas exactement ce qui se passe. Peut-être un peu trop bridé. Voilà. Khéphren Thuram. Bon, alors le débat ne concernait pas Khéphren Thuram, on aura l'occasion d'en refaire si besoin. Le débat, il est chaud depuis le début de cette émission, il va peut-être encore l'être là, puisque c'est l'heure du pour-contre. Et j'adore les mettre face à face. Will face à Christopher pour ce pour-contre. Faut-il maintenant un électrochoc ? Alors, quand on dit électrochoc, c'est avec les joueurs,
les cadres, peut-être qui ne répondent pas présents, faut-il un petit passage sur le banc? L'entraîneur, quand une équipe ne marche pas bien, on se pose des questions aussi sur la place de l'entraîneur. Je vais d'abord laisser la parole à Will. C'est quoi l'électrochoc pour un entraîneur? Tu le mets sur le banc, lui aussi, il y est déjà. Tu le dégages. Non, mais tu le changes. Alors ça, ce fantasme du coach, on va arrêter tout de suite. Ça marchait avec Didier Ligard un peu. Quand Florent Ghisolfi nomme un illustre inconnu de 34 ans sur le banc, il le fait en disant très bien, on va lui laisser du temps. Si Francesco Farioli avait perdu les 7 premiers matchs de Ligue 1, je pense qu'il aurait été encore maintenu. Mais vraiment, je pense. Et quand il est à 5e, à 7 journées de la fin, est-ce qu'on pense qu'on va le virer? Faut être cohérent aussi là-dessus à un moment donné. On lui donne de la chance, on lui donne du temps, on va pas le virer alors qu'il est toujours 5e. Première chose. L'électrochoc avec les gardiens, avec les joueurs, il faut avoir à disposition aussi. Parce que je veux bien, moi, Todibo, Dante, tu les mets sur le banc, tu mets qui à la place? Ah, je sais pas. Le problème, il est là. Alors devant, tu peux le faire peut-être devant, avec un Boga, on en reparlera tout à l'heure dans la compo. Peut-être, mais au milieu de terrain, tu le fais avec qui? Personne. Parce que sinon, tu vas donner la responsabilité à qui? À Tom Loucher? À Antoine Mendy derrière? T'as pas en fait le matos. Même Perrault, que tu. Alors ça veut dire que l'effectif est mal construit, oui. Je pense que l'effectif n'est pas suffisant. Voilà. Et je rejoins ce que disait de toute façon le coach dès le départ. On fait un super saison, mais il faut garder début de saison, mais il faut garder les pieds sur terre. On a marge de manœuvre est mince. Ça se voyait dans les résultats et ça se voyait dans la profondeur d'effectif aussi. L'électrochoc. Alors je suis d'accord avec Will. Changer de coach aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça va rimer à rien. Il est là depuis le début, c'est le plus à même à trouver les solutions. Même si c'est difficile pour lui, je pense qu'il peut encore tenter de changer des choses, et notamment le système. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, comme disait Leandra, une défense à 3 peut être utile. Ok, il va peut-être falloir faire jouer Mendy ou peut-être un gamin aux côtés de Todibo et Dante qu'il faut conserver parce que mine de rien, ça a fonctionné avec eux. Maintenant, je pense que c'est dans l'animation. Il faut donner plus de liberté un peu à ces garçons. Peut-être aussi faire un système un peu comme on voit à Monaco, comme on a vu en début de saison, avec un attaquant de pointe, mais 2 joueurs un peu plus à l'intérieur pour laisser les pistons pouvoir progresser dans les couloirs et amener plus de centres. Il y en a trop peu aujourd'hui, même si peut-être ça manque un peu de qualité aussi, de pied pour les amener, mais il faut insister. Et je pense que peut-être en étant un peu plus proche, les offensifs pourraient peut-être se trouver un peu mieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont cantonnés sur les lignes de touche, que ce soit Boga, qui pour moi aussi doit partir un peu sur le banc. C'est pas suffisant aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, je remettrai du Laborde, je mettrai devant Guessant et Shaw, qui pour moi a été le moins mauvais du trio offensif contre Nantes. Voilà comment je partirais sur Reims. Donc l'électrochoc pour toi, c'est changer de système et mettre 2-3 joueurs sur le banc. C'est pas un électrochoc, c'est une leçon tactique là. Ouais. Non, mais aujourd'hui, on va pas pouvoir avoir de nouveaux joueurs. Donc j'entends ce que dit Will et je suis d'accord avec lui sur ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, l'effectif, il est limité. Maintenant, on n'a pas le choix. Il reste 7 matchs, il va falloir faire avec cet effectif. Aujourd'hui, Nice devient une équipe trop prévisible. Il faut forcément changer quelque chose. Et quand vous avez peu de marge de manœuvre, ça passe pour moi par le système. Et pourquoi pas cette défense à 3 ? Parce que c'était Auxerre et un match de coupe, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu pas mal de situations, qu'il s'était passé quelques petites choses. Alors pas sur l'ensemble du match, mais j'ai trouvé que malgré tout, quand des fois ça joue à 3, c'est pas si mal ce gym. Contre Toulouse aussi. Serge, votre avis sur la question, est-ce qu'il faut à un moment donné taper du poing sur la table ? Non, enfin, moi, j'ai beaucoup d'insatisfaction, mais comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas forcément la clé. Après, Farioli, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui, quand on est dans les tribunes, il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes, notamment par rapport à Mofi, où on lui dit, mais pourquoi, en gros, pourquoi on lui balance pas des ballons, et puis, derrière, il va bien choper quelques-uns, et il va en remettre un à Villafranca. Bon, après, je pense que Farioli, il n'a pas l'air d'être trop idiot, il a l'air quand même de s'y connaître en football, et je me dis, il est plutôt de bonne volonté, de bonne foi, il va pas aller à contre-courant de ce qu'on pourrait avoir comme résultat. Donc, s'il fait ça, c'est qu'il y croit. À Lens, alors je suis pas spécialiste tactique, mais est-ce qu'à Lens, on avait changé la tactique ? Non. Voilà. Non. Donc, même si on est prévisible, vous savez, souvent on dit Léo Messi, on le connaît, il est prévisible, mais pour autant, on peut rien faire contre. Ben là, c'est pareil. S'il a une tactique qui, quand les joueurs sont investis à 100%, ça marche. Et, donc du coup, pourquoi il n'insisterait pas ? Le levier, c'est l'énergie, l'attitude, l'état d'esprit. La synthèse. Bah moi je suis d'accord avec Will dans le sens où l'électrochoc entre guillemets ça ne rimerait à rien et au final en fait on a du mal à savoir si le match contre Lens c'était une victoire en trompe-l'œil ou si vraiment c'était un peu le nouveau gym et ce qui doit continuer à incarner parce qu'on a vu un état d'esprit conquérant.
c'est ce qu'on veut revoir. Et par contre, c'est aussi au coach de trouver ce levier-là et de l'activer. À Lens, moi, j'avais pas revu un nouveau gym. J'avais revu le gym de début de saison. C'est ça. Donc, comme quoi, il n'était pas totalement mort. Et c'était juste une question d'attitude. D'attitude, parce que... pour en avoir parlé avec certains joueurs, ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas fait un grand match à Lens. Non, t'as 3 cadeaux des Lensois que tu vas. Si le but du Lensois de Wai et l'égalisation est validée et pas pour un hors-jeu le match, c'est plus le même. S'il faut, tu le perds. Mais seulement dans l'attitude et tout, c'était complètement autre chose. Dans le scénario, ça te va bien. Mais dans l'attitude, c'était autre chose. C'est donc juste ça. Je pense que c'est comme par rapport à ce qui est prévisible et pourtant, je pensais à Arjen Robben. La classique. Il rentrait toujours son pied gauche, il enroulait. Tout le monde le savait qu'il allait faire ça. Mais il le faisait tellement bien que ça passait tout le temps. C'est pareil pour un système de jeu. Si tu le fais tellement bien, tu peux être étudié, attendu et tout. Si tu le fais bien, ça passe quand même. Mais retrouver la continuité, en fait, c'est ça. C'est vraiment d'être capable, cet état d'esprit, de le montrer sur plusieurs matchs d'affilée. Pas comme ça. Comme ils l'ont fait en début de saison. Exactement. Comme ils l'ont fait en début de saison. On est bavard. On passe à l'indiscret. On va parler encore un petit peu de Francesco Farioli. Parce que c'est bien beau tout ça, Will. Évidemment, Francesco Farioli finira la saison du côté de l'OGC Nice, mais il est peut-être un petit peu plus attendu sur son coaching. Il est attendu au même titre que les joueurs, parce que pourquoi je soumets cet indiscret-là, parce qu'il ne faut pas non plus croire que seuls les joueurs sont coupables. Ils ont des responsabilités, certes. Le coach en a lui aussi. Alors, lesquelles elles sont, c'est notamment dans son coaching en cours de match, qui a déjà fait parler depuis le début de saison. Depuis le premier match. Ouais, ça a déjà fait pas mal parler, ça a suscité des crispations, mais là, c'est sur le scénario de ces derniers matchs où vraiment... Il a eu des choix malheureux. Alors, on se rappelle Toulouse, où Nice subit beaucoup en deuxième mi-temps, mais subit. Et encore une fois, je retrouvais cette équipe capable de subir, qui défendait, qui était solidaire. Et puis, il fait ce changement qui devient trop prévisible aussi. Heure de jeu, les latéraux. Et voilà, il a fait heure de jeu, latéraux, Perrault, erreur. Et là, pareil, contre Nantes, c'est heure de jeu, latéraux, ou alors 75e ailier. Et là, il sort chaud, qui est pourtant celui qui se démerdait le mieux. Alors c'était démené. Voilà, il se démenait le plus. Voilà, lui et c'était par exemple un Boga qui aurait dû sortir ou un Mofi. Et là, donc c'est dans ces choix-là. Ça n'a pas été trop compris, ça, ce choix-là. Non, même en interne, les joueurs l'ont pas compris. Ils l'ont fait un peu remonter au coach. Voilà, il sera attendu lui aussi dans ses choix de compo et dans ses choix de coaching en cours de match. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire donc sur l'indiscret de Will de cette semaine. On va passer au Zap Gym avant de parler de cette rencontre à Reims. Le Zap Gym, c'est le meilleur de l'actualité des Aiglons, filmé par les caméras de l'OGC Nice TV. Vous venez de quel club? Victory. Vous venez de quel club? Du Tillet. Bonjour. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce que vous êtes là? Là, centre de formation Nice, dans l'entraînement des... Ah, vous faites le Zap au gym, c'est ça? Nous sommes un club de football et c'est notre activité principale, mais plus que ça, nous sommes un acteur du territoire et on a un rôle évidemment citoyen, c'est notre responsabilité. Donc clairement, avoir la possibilité de non seulement utiliser notre force de frappe médiatique et aussi un très bel outil et un magnifique stade comme l'Alliance pour réunir tout le monde ensemble pour des opportunités d'emploi. Alors, on est clairement dans notre rôle et c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver clairement dans ce que l'on fait au quotidien. J'ai pu faire beaucoup de démarches, j'ai pu aller voir plusieurs entreprises et j'ai eu des sourires, j'ai eu des conseils, de la bienveillance, j'ai eu de tout et donc moi ça me fait avancer dans ma recherche et c'est une très bonne initiative. C'est quoi comme connexion ta veste? Joueur de foot. Bon, en fait, je me traînais par terre pour avoir la balle, je taclais et j'étais goal. Qu'il ne saute pas les bras niçois. Quel est votre meilleur souvenir avec l'OGC Nice? Évidemment la victoire à Marseille, voilà, avec un but que j'avais marqué, donc à un bon gardien en plus, c'était Mandanda, donc une victoire après 31 années je crois sans gagner au Vélodrome, donc beaucoup de fierté pour tous les Niçois. Merci de
de votre accueil, de votre fidélité et surtout des valeurs et de l'identité que vous défendez. Voilà. Et Issa Nissa, évidemment. Nice にはとてもいい施設があって、フランスに来てからニースと練習試合をして、その施設を訪問してとてもいい環境だなと思いました。Issa Nissa. Voilà donc pour le Zajim. Serge, un petit mot sur c'est l'équipe de foot, c'est ça du Japon Oui, une équipe de foot japonaise qui est venue faire un stage chez nous, chez nous, et qui a joué contre le gym. D'accord. Et qui a visité les installations. Okay. Vraiment, tout s'est bien passé. Ah bon, tant mieux. On va passer à l'avant-match de cette rencontre face à Reims en regardant le tableau du classement parce qu'il est évidemment de plus en plus important ce classement. Alors que par miracle, l'OGC Nice est toujours 5e de Ligue 1 et toujours en place pour les courses, pour les places européennes, toujours en course pour les places européennes. 1 point d'avance sur Lens, 4 points sur l'Olympique de Marseille et 4 points également sur Rennes. Et Reims, donc l'adversaire d'un soir. Il ne faudrait pas de remettre Reims dans le coup pour cette équipe de l'OGC Nice. Là, pour le podium, ça va être de plus en plus compliqué. 3 points de retard sur Lille, qui est 4e. 6 sur Monaco. 7 sur Brest, que l'on arrête. Après Lille-Marseille ce soir. Ce qu'il faut dire, c'est que si Paris remporte la 7e place sera qualificative. La 7e place sera qualificative. Oui, mais bon, il y a le même écart entre 7, 8 et 9. Donc, mais bon, si tu finis 7e, tu seras content. Hein. T'as pas fait le trou pour l'instant avec la... Reims, c'est le match... Qui tout double, t'as dit, toi? Non, c'est pas moi. C'est pas toi qui as dit qui Non, c'est notre confrère de l'AFP, Christophe. Ah oui, c'est Christophe Bellodi qu'on embrasse. Mais c'est un peu ça quand même. C'est déterminant dans le sens où t'arrêtes de regarder devant ou pas. En fait, si tu gagnes pas à Reims, je pense que tu peux arrêter de regarder devant parce que... Pour toi, devant, c'est 4-3-2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que ce soir, c'est vrai qu'il y a Lille-Marseille, même si je pense que Lille va continuer sa marche en avant. Monaco-Rennes. En fait, c'est ça, c'est arrêter de se faire la distancer parce que là, tu as vraiment fait une très 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 mauvaise opération le week-end dernier. Et alors, c'est pas rédhibitoire à Reims pour le top 7, puisqu'il pourrait y avoir 7, mais par contre, ça pourrait être définitivement terminé pour le podium. Bon, on va regarder le calendrier justement, puisqu'on en parle de ces 7 derniers matchs pour l'OGC Nice, déplacement donc à Reims, réception de Lorient, alors ce sera le 19, la semaine prochaine, l'OGC Nice ne jouera pas parce que le match contre l'Olympique de Marseille a été décalé au mercredi 24 avril, donc il y aura 15 jours sans jouer pour les Aiglons, ça va être, comme tu l'as dit, ils ont intérêt à gagner, sinon ça va trotter dans les têtes, et après il va y avoir un enchaînement quand même, alors Lorient, Marseille, Strasbourg, un petit peu de repos, Nice-Paris Saint-Germain, 2 matchs à domicile, Nice-Le Havre qui jouera certainement peut-être sa survie à ce moment-là, et le match à Lille, le dernier, pour peut-être valider ou pas une place européenne. Mais il n'y a que des matchs en jeu, en fait. Voilà, c'est un que des adversaires. C'est pour tout le monde, le calendrier, à un moment donné. Mais là, tout le monde joue quelque chose, quoi. Ouais, voilà, t'as pas un club du ventre mou, quoi. Mais pour l'analyser, ce calendrier, il faut voir ce que vont faire Marseille en Coupe d'Europe, Paris en Coupe d'Europe, Lille en Coupe d'Europe. Si ça fait des beaux parcours, des épopées et que ça va jusqu'au bout. Alors Paris, on s'en fout un peu, non? Bien pour nous. S'ils ont la tête justement à une demi ou une finale ou... Non, mais je me dis, s'ils sont déjà sur les champions. Non, mais ils pourraient faire tourner contre... pour le Nice PSG, tu parles. Oui, pareil, pour Lille ou pour même Marseille. Attention que le Nice PSG... C'est entre les deux matchs de deux demi-finales. Mais il peut être décalé aussi. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, donc t'es même pas sûr que ce soit entre les deux... C'est pour ça qu'il est dur à analyser. Demi-finale. Serge, confiant ou pas sur les objectifs de l'OGC Nice cette saison, qui sont tout simplement d'être européen? Alors, d'après ce que j'ai entendu, ça m'a pas trop plu. On va jouer contre un club qui a besoin de se relancer. Ouais. C'est ça. Bon, en général, c'est vraiment pas bon signe. C'est jamais bon signe pour l'OGC Nice. Ouais, parce que nous, on fait pas mal de social. Cette année, quand il faut relancer des équipes, on est bien. Et de tout temps, d'ailleurs, ça, Serge. Oui, c'est vrai. Mais disons que je pense que c'est ça qui marque le plus la mémoire. Il y a quand même je pense qu'on a déjà été relancé aussi clubs, dans d'autres, face à d'autres équipes, mais on regarde pas trop l'histoire des autres équipes. On a déjà pas mal à faire. Non, après moi, la question que je me pose, c'est pour le match à Reims, c'est qui c'est qui va rentrer par rapport aux absents qu'il y a eu contre Sanson seulement. Que Sanson. Et après Rosario et Thuram qui étaient suspendus. C'est simple, on va faire la compo probable tout de suite. Comme ça, Serge, il aura toutes les informations. Allez, c'est parti. Et probable, vraiment probable. Et on écoutera après Francesco Farioli sur ce match face à Reims, mais d'abord donnons
à nos spectateurs, téléspectateurs, eh bien, le petit lancer de micro de Will d'abord, puis la compo. Aucune incidence sur le résultat. Aucune. Mais faudrait peut-être que tu le fasses tomber un jour, je sais pas. Mais bon, après, il serait pas content. En régie, il serait pas content. Préoccupe le matériel. Oulala, surtout ici, on en a pas beaucoup. Sinon, donc, on ne changera plus jamais de micro. Alors, bon, alors derrière, on avait Perrault là contre Nantes. Non, mais parce que Barre avait quand même eu 7 points de suture, dont un point même en interne, à l'intérieur, pour dire à quel point c'était quand même une belle entaille qu'il avait. Donc il est rentré et fait une entrée en plus dynamique, je trouve. Donc voilà, on va repartir. Alors, par contre, le Tomba qui a perdu encore. Tu nous l'as assassiné la là. concurrence. Tu nous le remets dans il a perdu de la concurrence. Rosier s'est un peu touché. Enfin, de toute façon, la constance. On se demande à quoi sert Rosier depuis que son arrivée au mercato d'hiver. Il nous a pas enlevé une épine du pied. Rosier, ça pique. Donc le Tomba, voilà, encore aligné. Mais pas Antoine Mendy. Non, mais est-ce que c'est un cadeau de mettre un jeune garçon dans une situation aussi importante à un match? Est-ce que c'est un cadeau à l'OGC Nice de mettre l'Otomba? Tu mets quand même un garçon qui est soi-disant international suisse et qui a le droit aussi de se réveiller, comme il a fait l'année dernière avec Didier Digard. Pas faux. Voilà. Milieu de terrain, les retours. Donc Rosario qui devrait reprendre cette place de sentinelle pour pouvoir laisser les postes de relayeur à Kefren Turam à gauche et Hicham Boudaoui à droite. Pas à l'abri de nous mettre Thuram aussi devant la défense. Ces derniers temps, il n'a plus fait. Mais ces derniers temps, il n'a plus fait. Moi aussi, c'était ce que je pensais ces derniers temps. Et à chaque fois, il me prenait de contre-pied, le coach. Et c'était plutôt Rosario qui souhaitait voir en sentinelle. Donc, cette fois, peut-être il va me reprendre encore à contre-pied. Et puis, il va remettre Boudaoui qu'il n'a pas mis en sentinelle contre Nantes, alors qu'on l'attendait à ce poste-là. À notre grand regret, a préféré mettre Tom Loucher. Qui n'avait jamais joué en sentinelle. Non, mais voilà. C'est dommage. Je trouve que c'est toujours dommage de ne pas avoir Hicham Boudaoui au poste de sentinelle, qui est, je pense, son meilleur poste. Lui aussi, Boudaoui, il faudrait qu'il accélère un peu. Il a le droit, lui aussi. Bien sûr, on n'en parle pas, mais lui aussi, il a le droit de faire mieux techniquement, notamment parce que dans le volume de course, c'est toujours quand même assez. Même s'il est paru un peu plus émoussé, il y a la période de Ramadan qui fait. Mais lui aussi, on a le droit d'entendre mieux. Et devant, voilà, ce qui. Vu que tu m'as enlevé, tu as enlevé Guessant, pas tu m'as enlevé Guessant, tu as enlevé Guessant. Non, j'ai pas enlevé Guessant. J'ai conforté Mofi comme le fait souvent le coach actuellement. Personnellement, heureusement que je suis pas coach, parce que je sais pas si l'OGC Nice serait 5e, mais en tout cas moi, non, je pense pas. Mais en tout cas, Guessant pour moi mériterait 100 fois d'être aligné titulaire, mais on en parlait tout à l'heure en off, il a quelque chose qui est sa qualité, mais qui lui fait au final peut-être défaut dans les yeux du coach, c'est que même quand il est remplaçant, il est bon quand il rentre. Donc tu te dis, même si je le mets sur le banc, il va être bon en entrant, donc tant qu'à faire. Il se laisse cette cartouche-là, quoi. Voilà, et il laisse Mofi devant, donc Laborde par contre pourrait profiter un peu du manque d'investissement de certains pour récupérer sa place à droite, et c'est Chaud qui basculerait à gauche, parce que dans une première réflexion, le coach voyait déjà Chaud comme plutôt à gauche qu'à droite, parce qu'il voulait le voir déborder, centrer. Ce qu'il n'a pas. Alors que la principale qualité de Chaud, c'est de revenir sur son pied droit. C'est ce qu'il préfère. Son pied gauche et centrer, d'être à droite et de centrer rentrant. Et il veut même pas centrer, il veut souvent frapper. Il aime souvent frapper. Là, on va peut-être lui demander. Donc c'est pas utiliser ce joueur sur ses qualités. Mais il a déjà joué. Il a déjà joué, mais pas sur ses qualités premières, du coup. Mais c'est pas ce qu'il affectionne, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas de qualité. Donc c'est un vrai choix du coach. C'est une préférence. Ça serait, en tous les cas, une préférence du coach. Ça serait, et voilà, ça serait, et c'est toujours pareil. Vous êtes trop fort. À 48 heures d'un match, c'est jamais. Souvent, j'ai pas les mêmes infos la veille de match. C'est dur. Voilà. Bon, pour cette compo probable, on va écouter maintenant effectivement Francesco Farioli sur ce match à Reims et sur ce qu'il attend de ses joueurs sur cette rencontre. J'attends de voir une réaction et surtout de la continuité avec ce qu'on a vu dans la semaine. Il ne faut pas penser aux résultats, il faut penser à faire une prestation de grande valeur, de caractère. C'est ça le principal pour moi. Depuis le début, je l'ai dit, cette équipe doit trouver un équilibre entre ambition et humilité et garder ça bien en tête. Donc dimanche, j'attends une équipe humble et ambitieuse avec l'envie de recommencer à avoir des résultats et des prestations de qualité.
Voilà, une équipe humble et ambitieuse. L'humilité, c'est peut-être ce qui a un peu manqué à cette équipe de l'OGC Nice, ou en tous les cas à certains joueurs sur les derniers matchs. Ne pas croire qu'en rentrant sur le terrain, eh bien, le score était déjà fait. Voilà ce qu'on peut dire donc sur cette actualité de l'OGC Nice, ce match à Reims et cette crise dans laquelle s'enfoncent les Aiglons. On va maintenant parler bien, du Souviens-toi. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous appeler Philippe, mais bien Serge, mon cher Serge Gloumo. Donc, pour parler. C'est mon deuxième prénom, non, c'est pas vrai. Philippe, qu'on embrasse d'ailleurs. Hein. Inégalable et on l'embrasse. Il nous manque. Énormément. Non pas que tu sois pas bon, mon cher. Non, mais il n'y a aucun souci. Tu es excellent. On dit que personne n'est irremplaçable, mais lui quand même. Non, là, ça c'est Philou, là, on ne touche pas à la légende. Donc, parlez d'abord, avant de parler de Reims-Nice, quelques mots sur votre association. Mon cher Serge, c'est difficile à dire tout ça, sur les amoureux du gym, les anciens, l'histoire du gym. Oui. Alors j'ai coutume de dire qu'on est un certain nombre, une petite bande là de gentils fous amoureux du gym et en particulier de son histoire. Et donc du coup, on a eu l'idée de se regrouper et de créer une association avec pour objectif d'essayer de faire connaître un peu plus l'histoire du club, qui est quand même une des plus anciennes du championnat, du sport en France. Et on trouve en effet que on n'en parle pas suffisamment. Alors c'est vrai que l'actualité prend beaucoup de place, mais c'est bon aussi de temps en temps de jeter un œil dans le rétroviseur, comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que pour relativiser un petit peu les choses qu'on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, il y a d'abord un site internet, qu'on va voir s'afficher à l'écran, sur le musée du gym. C'est un musée virtuel, c'est ça, un musée en ligne ? Voilà, c'est l'idée. Alors, il est né quasiment à l'époque du Covid, donc en plus ça tombe bien parce qu'on n'avait pas les locaux ni l'argent pour faire un vrai musée, donc du coup on a fait un musée en ligne. Et alors ça vient à l'origine d'un groupe Facebook de l'association où il y a énormément de matières qui ont été postées, des photos, des vidéos, des magazines, etc. Et on s'est dit que c'est dommage de le laisser un petit peu comme ça, de manière désorganisée dans le groupe. Donc du coup, il y a un site qui a été créé, c'est le musée du gym, c'est musédugym.com, et qui recoupe donc la plupart des publications qui ont été publiées. Après, on a voulu aller un peu plus au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a créé... Les articles de Will, non, il est trop jeune. Non, les articles de Philippe Camp, c'est les articles de Philippe peut-être. Ça, c'est l'actualité. Mais ça, on garde tout ça. On a tout, on garde le présent parce qu'on sait que le présent, c'est l'histoire du futur. C'est l'histoire du futur, c'est ça, il faut suivre. Exact. Et donc sur ce site, on a aussi numérisé de nombreuses publications anciennes, des programmes de match. On a des adhérents qui sont généreux, qui sont collectionneurs. Et des anciens joueurs même parfois. Oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce que c'est pas les anciens joueurs qui sont les meilleurs collectionneurs. Eux, en général, ils sont vraiment dans leur truc et ils gardent pas grand-chose. Alors c'est plutôt les familles. Donc c'est vrai que on a la sœur de René Bocchi par exemple qui avait gardé beaucoup de choses. On a la sœur aussi de Patrick Bozekisi qui avait gardé beaucoup de choses. Donc on récupère tout ça. Et ça, ça demande du travail. Donc du coup, on le fait dans le cadre pour les adhérents. Donc il y a une partie cachée du musée du gym que vous pouvez découvrir si vous êtes adhérent. Moyennant une dizaine d'euros, c'est ça ? Voilà, c'est dit. Après, si vous êtes sympa et vous le demandez poliment, on peut même vous inviter. Voilà. Non, on a beaucoup de matière. Le but, c'est pas forcément de. Voilà, on sait qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui que d'adhérer à l'association. Et puis alors, on a eu un petit plus cette saison, c'est que Virginie Rossetti nous a proposé d'être présent sur le parvis. Et oui, avec un stand. Du coup, voilà. Donc on peut nous voir en vrai désormais. Avant les matchs, on est présent avec quelques objets, sur le parvis. Voilà, articles. On a tout un tas d'archives, des magazines, des programmes de match. Donc ça va des années. Le premier, c'est 1934, il me semble. Voilà, jusqu'à. On va pas trop récent, parce que nous on aime bien ce qui est plutôt ancien. Donc ça va jusqu'aux années 2000, on va dire. Mais après, voilà, on a énormément de programmes de match. Et avec, alors montrez-nous ça à l'écran. C'est des petits magazines que vous avez sortis, des albums photos. C'est ça, voilà. C'est toujours l'idée de dire, on a trouvé des super photos, et comme on a des super photos, et comme
On aime le papier encore, on est pas mal de... Il y a quelques jeunes, il y a un jeune en fait, pour tout dire. Mais bon, on aime le papier et on s'est dit, on s'est fait plaisir, on va faire des albums photos sur l'histoire du club. Donc au début, on voulait faire un seul album, mais vu le nombre de photos qu'il y avait, c'était pas possible. Non, c'est magnifique. Donc du coup, on a commencé avec le début, 1904 jusqu'à 1950. Ça c'est le premier, et après on fait décennie par décennie. Donc là c'est le 5e, là celui que vous tenez, c'est celui des années 80-90. Orage, espoir déçu et Robbie Langers. On pourrait filtrer pour 2020-2024. Ça c'est tout avec Robbie Langers. Hein Voilà. On fait revenir Robbie Langers. Génial. On fait revenir Robbie Langers. Et donc l'idée c'est de reprendre donc toutes les archives qu'on avait pour essayer de se remémorer. Alors pour ceux qui l'ont connu, de s'en souvenir, même de redécouvrir des noms de joueurs qu'on avait un petit peu oubliés, il faut l'avouer. Et puis pour ceux qui n'ont pas connu, de voir un petit peu à quoi ça ressemblait, la deuxième division, la remontée, et à la fin donc Robbie Langers, que c'est en 1940, c'est fin de saison, dernier match de la saison 89-90. Et donc voilà, donc ça c'est pour les adhérents, on le met aussi à disposition, on le vend, on essaie de récupérer un peu d'argent pour à la fois republier et puis essayer de porter aussi un certain nombre de projets. Voilà, des projets. Et puis on rappelle aussi que vous avez écrit plusieurs livres à propos de l'OGC Nice sur le Stade du Ré. Une décennie en question, les années 2002-2012. L'Europe en rouge et noir, ça c'est quand vous avez traversé l'Europe pour suivre l'OGC Nice en Coupe d'Europe. Et puis une saison avec le gym également. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais non, je crois que j'ai été assez exhaustif là-dessus. Comment on trouve vos livres? Parce qu'on souvent me demande... À la FNAC, moi j'en ai vu quelques-uns. Ouais. Il y en a pas tous, ils sont pas tous... Non, c'est vrai que c'est... il n'y en a plus quasiment en fait. Il me reste que le dernier. Donc le dernier c'était sur le parcours en Coupe d'Europe. Ouais. Mais après tous les autres, c'est des cours, comment dire. Le nombre de publications n'est pas très important. Le nombre d'exemplaires n'est pas très important. D'accord. Donc du ça coup, s'écoule vite. Ça s'écoule vite. Voilà, on est assez... Pendant les fêtes de Noël, tout ça. Ouais, c'est ça. Vite, et puis donc après, moi je passe à autre chose. Donc du coup, et ça ressort plus après. Je ne redite pas non. Mais ils deviennent collector. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi. Donc quand il y a un livre qui sort, faut l'acheter vite. Ouais, très vite. On va guetter ça. Allez, un petit mot quand même sur cette rivalité entre Reims et Nice des années 50, 60. Ça a débordé un petit peu, Serge. C'est vrai que c'était les deux clubs phares à l'époque du championnat de France. Alors Philippe Caen, je suis pas sûr qu'il était vraiment vachement au point là-dessus, parce que lui, je crois qu'il est plutôt des années 70. C'est ça. C'est les années 50, il est encore un peu jeune pour avoir connu. Il est en plus courte, on va dire ça comme ça. J'essaye d'enlever un peu de pression. Donc c'est vrai que revenir en arrière, c'est aussi se remémorer des moments difficiles pour le club, mais c'est aussi montrer que le club a quand même été en haut de l'affiche. Alors certains vont dire, oh là là, il faut faire preuve d'imagination, mais non, quand même, si on va dans l'album, on voit que c'était quand même quelque chose d'assez important même pour l'époque. On est dans la décennie 1950 et il faut savoir que sur les 10 titres de cette décennie, 8 ont été remportés par Reims et l'OGC Nice. Donc ça a été vraiment les deux clubs à l'époque qui étaient au sommet de l'affiche. Donc l'OGC Nice, un petit rappel pour ceux qui ne se souviennent pas, mais les titres c'était en 51, 52, 56 et 58 59. Merci. Bravo, bien. C'est mon gars. Et Reims. Mais parce qu'il a vu sur mon papier. Non, sinon je l'aurais dit. Et Reims, donc 53, 55, 58 et 60. Ils ont remporté aussi 4 des 10 Coupes de France. En 52, Nice, c'était le doublé. Le seul doublé. L'OGC Nice ayant été le premier club à avoir remporté le championnat à 2 reprises d'affilée, 51-52. Voilà. Et en Coupe d'Europe aussi. Avec des joueurs de folie à l'époque, qui passaient d'une équipe à l'autre également. On pense en particulier à Juste Fontaine. Oui, alors à Nice c'était quand même assez stable à l'époque. La particularité de Nice c'était qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains, alors que Reims c'était plutôt français. Il y avait beaucoup d'internationaux français, plus du côté de Reims que du côté de Nice. Après en Coupe d'Europe aussi, c'était le sommet au niveau de la Coupe d'Europe pour l'OGC Nice. C'est la décennie du Real Madrid, 1957 et 1960, en quart de finale. Nous on a eu le malheur de tomber contre le Real en quart, et du coup on n'a pas pu aller en finale. Chance qu'a eu Reims. Reims n'est pas tombé contre le Real et a pu faire 2 finales contre le Real qu'ils ont perdu. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas été toujours le tirage. Sinon, on aurait été une chance au tirage. Voilà. Après, peut-être deux petits mots sur s'il fallait retenir un match dans l'histoire du club dans ces années 50. C'est le Nice-Reims, 8 mars 1959. Alors, ce premier record, déjà, c'est la plus large victoire de Nice contre Reims.
On pourra voir peut-être que ça Combien va être 4-0. 4-0. C'est jouable pour ce week-end? Non. Ça fait beaucoup. Ça va être compliqué. On va Nice qui voir. marque 4 buts. Je crois que sur 7 des derniers matchs Nice-Reims, 5 sont finis par 0-0. Eh ben, tu vois, Donc c'est pas très envie de regarder. réjouissant. Et tu sais que les séries se brisent toujours un moment. Ouais. C'est vrai. Mais surtout, c'est un match historique pour le club et pour le Stade du Ré, parce que c'est la plus forte affluence De l'histoire du Stade du Ré. Combien? Alors, on était précisément, parce que je les ai recomptés, 22 908. Ah oui. Ça montait c'est jusqu'à plus de 20 000 quand même. Ouais. Ah oui, oui. Il y avait à moins de l'époque, sécurité. Oui, c'était les vraies tribunes de partout, là. C'était pas la tubulaire. Eh oui. Ouais, C'était quoi la capacité maximale du Ré? Mais là, tu 22 l'as. 908. Ouais. On va te le dire. Non, c'était dans les 23 000, je pense. Hein. 23 000, c'est ça. Parce qu'après, c'est descendu à 17 000, c'est ça? Oui, mais après, des tribunes cassées. on Oui, voilà. ok. Et puis après, on pouvait plus être debout dans les tribunes, Non. donc du coup, Ouais, ok. là, ça nous a cassé un peu notre record. Et l'autre élément, c'est un joueur qui a été champion de France à la fois avec Reims et à la fois avec l'OGC Nice. Bah, je sais pas, je l'ai dit peut-être, c'est juste Fontaine, non? Non. Non. Mince. Alors, qui ça peut être? Je l'ai pas là. Je t'ai pas né. Ouais, Philippe aurait pu nous le dire. peut-être. Alors, il faudra que je vérifie pour Juste Mes Fontaine. parents n'étaient pas nés. Parce que J'ai peut-être pas dit j'ai un que- doute. mais non, mais je sais pas. Mais je pensais à Roger Piantoni. Voilà. Piantoni. Alors, le petit piège, c'est que Piantoni a été champion avec Reims en D1 et ensuite, à la fin de sa carrière, puisqu'il a fini sa carrière à Nice, il a été champion de France de 2e division. Avec le GC Nice. Il a été d'ailleurs un des grands artisans de la remontée du gym. C'était en 1965. D'accord. Voilà, c'était Voilà les pour deux, la petite anecdote. voilà. Je termine juste avec un truc, dernier une mot. anecdote aussi, c'est après le point commun entre Reims et Nice, c'est qu'on a connu notre période faste dans les années 50, et après ça a été très très compliqué à la fois pour Nice et pour Reims, puisqu'on a connu la Ligue 2, la deuxième division à l'époque, et en octobre 91, l'OGC Nice a frisé la liquidation judiciaire, c'est André Boyce qui avait sauvé le club, et en octobre 91, le Reims a été liquidé en liquidation judiciaire. Et donc, ils ont mis 10 ans pour remonter et retrouver le statut professionnel. Comme je disais, ça nous laisse un peu... Imagine si Nice avait connu le même sort, pendant 10 ans, on aurait joué en division d'honneur. Donc voilà, c'est un peu un passé quand même assez commun, en tout cas au niveau sportif. Et vérification faite, Juste Fontaine a bien été champion de France avec Nice et avec Reims. Bravo. En 56 avec Nice, Bravo. en 58 avec Reims. C'est Philippe Bertini qui m'a soufflé. Merci. Et dans l'oreille. en D1. En division. En première division, Voilà. exactement. Serge, merci beaucoup, c'est Merci passionnant. à vous. On pourrait vous entendre des heures parler de l'histoire de l'OGC Nice. Vous reviendrez évidemment sur plaisir. ce plateau. Will, Léandra, Christopher, merci. Monaco Rennes pour toi dimanche. Qui va à Reims? C'est toi, C'est Will. Will. Ramène du champagne, il y a des fois des 3 points. Peut-être on saura plus en faire que les 3 points. Faut que je fasse attention à ma santé. Tu as raison. Merci à Philippe Bertini, Sophie Donseco et Wargard de nous avoir préparé et réalisé cette émission. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, du coup, parce qu'il n'y a pas de match pour l'OGC Nice la semaine prochaine. On se retrouve donc dans 15 jours pour parler évidemment de cette fin de saison niçoise. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur les antennes de Gym Tonic. Bye bye.